Bonjour. Victor Hugo. Tel l'Agamemnon de Jacques Offenbach, je serais tenté de conclure aussitôt « Ce nom seul me dispense d'en dire plus long, d'en dire plus long. » Car Victor Hugo, qui vécut de 1802 à 1885, demeure, par son intelligence polymorphe, ses dons multiples, sa curiosité universelle, par sa puissance de travail prodigieusement féconde, par ses engagements passionnés dans la vie publique de son temps, par sa grande longévité et son influence posthume, l'une des figures de proue de l'histoire et de la littérature du XIXe siècle. Son génie propre et son originalité, qui font de lui le chef de file du romantisme français, résident sans doute dans une vision qui magnifie toute chose, conférant aux êtres évoqués ou nés sous sa plume une stature titanesque, aux faits et circonstances vécus ou rapportés le rang d'événements historiques, aux avancées scientifiques et sociales de son temps, le poids de progrès fondamentaux, aux gestes ordinaires de la vie des humbles, un caractère de noblesse et de solennité. Les personnages de ses romans, tels Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Quasimodo, Esmeralda, les Thénardier et tant d'autres, sont devenus d'immortels archétypes humains, pour beaucoup d'entre eux des modèles de courage et d'altruisme face aux aléas du destin. Victor Hugo, auteur engagé que la maturité fit évoluer du conservatisme le plus monarchiste au républicanisme le plus radical, plaida avec flamme contre la peine de mort, pour les droits des femmes ou pour les États-Unis d'Europe. Certains de ces nombreux combats politiques ont même pris l'allure de guerres sans compromis possible, telle son opposition à Napoléon III qui lui fit préférer 20 ans d'exil à une amnistie offerte. Cet excès permanent de générosité et d'enthousiasme, presque omniprésent dans son œuvre par une démesure qui a pu susciter la réserve, voire l'agacement de certains de ses pairs, n'en a pas moins valu à Victor Hugo une admiration et une affection sans borne de ses contemporains. Et l'aura de légende qui entoure encore sa mémoire témoigne de cette fascination profonde et durable. L'œuvre monumentale de Victor Hugo embrasse tous les champs de la littérature. Ces 15 pièces de théâtre, presque toutes écrites dans ses 40 premières années, firent triompher le romantisme sur la scène, remplaçant les 3 unités et l'homogène sobriété du classicisme par une profusion de personnages, de lieux et d'actions, mêlant le burlesque au tragique, le grotesque au sublime. Ainsi Cromwell, publié en 1827, mais trop disproportionné pour pouvoir être jamais joué, Hernani, créé en 1830 et déclenchant au fil des représentations une bataille entre anciens et modernes, ou encore Ruy Blas, consacrant en 1838 la victoire du romantisme hugolien auprès du grand public. De l'adolescence au grand âge, Victor Hugo écrivit régulièrement des romans. Au nombre de 9, ils se rejoignent, malgré leurs thèmes variés, par leur ton épique, leur vocation édifiante, voire militante, la peinture foisonnante, détaillée et contrastée, d'arrière-plans tantôt historiques, tantôt géographiques, tantôt humains, sur lesquels se détachent des personnalités admirables, héroïquement confrontées à des individus abjects et à la fatalité des carcans religieux, des conventions sociales ou des forces naturelles. Sa vaste fresque gothique, Notre-Dame de Paris, publiée en 1831, précède de plusieurs décennies les romans écrits à Guernesey, dont l'immense épopée sociale des Misérables, achevée en 1862, Les Travailleurs de la mer, publié en 1866, ou L'Homme qui rit, publié en 1869. Victor Hugo versifiait volontiers, et la vingtaine de recueils qu'il publia au long de sa vie couvrent toute la palette des genres poétiques.
Ces effusions lyriques, si elles peinent à s'affranchir de l'emphase romantique dans les premiers recueils, nous touchent par leur sincérité dans les 7 livres des Contemplations, édités en 1856 au terme d'une gestation de 15 ans. Évocation d'amours passés et de souvenirs heureux, mais aussi du deuil paternel après la mort accidentelle de Léopoldine née Hugo. Et enfin, de la renaissance par le travail et par la foi. C'est toutefois dans l'épopée que l'art de Victor Hugo atteint son acmé. Et quelle épopée, rien moins que l'histoire du genre humain, conçue comme une lente progression des ténèbres vers la lumière, est décrite à travers une succession de tableaux choisis pour leur force symbolique. Les 5 tomes de cette gigantesque légende des siècles, à laquelle Victor Hugo travailla presque 30 années, furent édités en 1859, 77 et 83. Mais Victor Hugo eut aussi recours à la forme versifiée pour des usages moins conventionnels. C'est en vers qu'il exprima sa colère contre Napoléon III en publiant en 1853 le vaste pamphlet des Châtiments. C'est en vers qu'il développa sa pensée métaphysique dans plusieurs recueils de sa fin de vie, dont Le Pape en 1878, L'âne et Religions et religions en 1880. Bien avant la loi Aristide-Briand de 1905, cet anticlérical profondément croyant y fait la distinction entre le domaine de la conviction intime de chacun, qu'est la foi, et les institutions sociales d'assujettissement mental et de domination politique que tendent à être les religions. L'Ode au XIXe siècle, qui ouvre le recueil Les Voix intérieures de 1837, illustre la pensée et le style contradictoire de Victor Hugo au cœur du bouillonnement romantique de sa trentaine. L'enthousiasme pour le progrès scientifique et technique et pour les avancées sociales et politiques de son temps n'est pas exempt d'une nostalgie diffuse pour les vertus et la foi supposées d'un passé mal défini. Le verbe, sculpté d'un ciseau puissant qui ne s'embarrasse pas de polissage, juxtapose l'ample cadence d'alexandrins à la rhétorique tantôt percutante, tantôt diluée ou grandiloquente jusqu'à l'abscon, et la brièveté prosaïque d'assertions factuelles condensées en un seul hémistiche. Donc voici le premier poème, Ce siècle est grand et fort, du recueil Les Voix intérieures de Victor Hugo. Ce siècle est grand et fort, un noble instinct le mène. Partout on voit marcher l'idée en mission, et le bruit du travail, plein de paroles humaines, se mêle au bruit divin de la création. Partout, dans les cités et dans les solitudes, l'homme est fidèle au lait dont nous le nourrissions. Et dans l'informe bloc des sombres multitudes, la pensée en rêvant sculpte des nations. L'échafaud vieilli croule, et la grève se lave, l'émeute se rendort, de meilleurs jours sont prêts. Le peuple a sa colère et le volcan sa lave, qui dévaste d'abord et qui féconde après. Des poètes puissants, tête par Dieu touchés, nous jettent les rayons de leurs fronts inspirés. L'art a de frais vallons où les âmes penchées boivent la poésie à des ruisseaux sacrés. Pierre à pierre, en songeant aux vieilles mœurs éteintes, sous la société qui chancelle à tout vent, le penseur reconstruit ces 2 colonnes saintes, le respect des vieillards et l'amour des enfants. Le devoir, fils du droit, sous nos toits domestiques, habite comme un hôte auguste et sérieux. Les mendiants groupés dans l'ombre des portiques ont moins de haine au cœur et moins de flamme aux yeux. L'austère vérité n'a plus de porte close.
tout verbe est déchiffré. Notre esprit est perdu, chaque jour en lisant dans le livre des choses, découvre à l'univers un sens inattendu. Ô poète, le fer et la vapeur ardente effacent de la terre, à l'heure où vous rêvez, l'antique pesanteur à tout objet pendante, qui sous les lourds essieux broyait les durs pavés. L'homme se fait servir par l'aveugle matière, il pense, il cherche, il crée. À son souffle vivant, les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme frissonne une forêt au vent. Oui, tout va, tout s'accroît, les heures fugitives laissent toutes leurs traces. Un grand siècle a surgi, et contemplant de loin de lumineuses rives, l'homme voit son destin comme un fleuve élargi. Mais parmi ces progrès dont notre âge se vante, dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante, c'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant.